Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes TNT locales et régionales et sur TV5 Monde. Et pour ouvrir cette édition, nous allons dans les Hauts-de-France découvrir les jardins du musée du Louvre-Lens. Parcs en fait, ce sont des installations artistiques et une démarche volontaire du musée pour soutenir les artistes. Regardez cette visite guidée dans la ville de Lens par les équipes de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Alors, on appelle ça Parc en fête. Ouais. Et ça a lieu chaque année. Tout à fait. Alors voilà, nous on veut des animations pour les vacances, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà, vous êtes les bienvenus ici, en fait, Parc en fête. Donc ça dure juillet et août. Ouais. Cette année, on a choisi d'avoir une orientation très portée sur le bien-être, sur la contemplation. On est dans un lieu magnifique, hein, il suffit de regarder autour de nous. C'est carrément beau. Et puis très artistique, parce qu'on est aussi un musée. Partout dans le parc, on aura des surprises artistiques. Pour nous, c'était important que le musée puisse être aussi là pour soutenir les artistes qui sont en grande difficulté encore aujourd'hui. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que avant de pouvoir aller se promener dans le parc, on peut aussi faire une petite pause dans le transat. Exactement, et des transats comme ça, il y en aura quelques centaines un peu partout dans le parc. Tu m'expliquais que tu faisais vraiment deux volets différents en fait, un volet artistique mais aussi animation. Oui, complètement. En fait, on propose tous les jours des activités pendant la saison. Ouais. Des activités gratuites. On va avoir très régulièrement des rendez-vous pour les bébés, pour les 2-3 ans, pour les enfants, des ateliers tous les jours. Tous les après-midi. Des ateliers également pour les adultes qui s'appellent Slow Art et qui invitent justement les gens à prendre le temps. Et puis sur le bien-être, nous, ça fait longtemps au musée qu'on fait des activités qui mêlent le sportif et la culture. Et donc du coup, tous les dimanches matins, on donne rendez-vous à notre public pour des séances de yoga, des séances de tai chi, de qigong, de choses comme ça. C'est l'endroit idéal là. Hein. Bah oui, voilà, donc dans les clairières. Donc plein d'animations comme ça. Ouais. Et puis tu me parlais aussi des rencontres avec les jardiniers du parc. Ça, c'est une super belle idée. Tout à fait. En fait, on a une équipe de jardiniers qui est très investie, qui rencontre très facilement le public et qui parle avec passion de son métier. Donc très régulièrement aussi, on aura des rendez-vous avec les jardiniers qui feront des visites du parc et aussi des rendez-vous qu'on appelle les cafés potagers qu'on a commencé à faire l'année dernière, pendant lesquels en fait on invite, alors il y a les jardiniers, il y a des voisins et puis il y a les visiteurs lambda et puis c'est des échanges de bons procédés. Les bons tuyaux. Exactement. Ah, c'est chouette. Et puis alors si on a de la chance, si c'est un moment où il y a des légumes dans le parc, des choses comme ça, et ben les jardiniers vous donnent les légumes du parc. Mais oui, on aura de la chance, on aura des bons légumes. Ah, mais c'est chouette, on continue notre petite balade. En plus, ça commence à creuser, là tu me parles d'aliments, etc. Avant le petit repas, on continue la balade dans le parc du Louvre, c'est tellement beau. Ça marche. Un autre musée et une autre ambiance, vous allez le voir dans ce Grand JT des Territoires. Ce sont des chaises en forme de ruban ou encore un canapé qui ressemble à une vague. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, un lieu qui met en valeur sa collection de sièges design. C'est un reportage de nos confrères de TV78 dans les Yvelines. Regardez. Une sculpture, un vestige, le Capitello est en fait un fauteuil créé en 1971 par Studio 65, un collectif avant-gardiste italien. Au musée de la ville, les sièges font leur révolution et remontent le temps pour les années 60-70. Dans les années qui suivent immédiatement la guerre, dans les années 50 et au début des années 60, on reste encore sur un fauteuil relativement traditionnel. Et à partir du milieu des années 60, les designers remettent en cause ce design dit fonctionnaliste de l'après-guerre pour libérer les formes, qui accompagne cette libération des mœurs. Et donc le fauteuil perd effectivement toute référence avec ce qui peut ressembler à un fauteuil. Des créations sans pied, sans dossier pour une confrontation France-Italie. Le musée de la ville a rassemblé 16 sièges issus de sa propre collection ou en prêt, une dizaine d'années de design présentés par catégorie. C'est aussi une période de révolution technologique parce que cette révolution qu'on observe dans le fauteuil est permise par une révolution de la technique. Les années 60 par exemple marquent l'émergence des mousses, des PVC, donc des matériaux qui permettent justement des fauteuils, ou le polyuréthane, des matériaux qui permettent donc aux fauteuils de gagner en légèreté, de gagner en confort, en élasticité. L'exposition est en visite libre depuis le 5 février. Les équipes du musée proposent aussi des visites guidées. La prochaine a lieu le samedi 29 février. Une visite comme si vous étiez dans un fauteuil.
Direction la Loire-Atlantique dans le Grand JT des Territoires maintenant. Situé à 20 minutes au sud de Nantes, nous allons découvrir le lac de Grandlieu. C'est le lac le plus mystérieux de France. On l'aperçoit, on le devine, on le cherche. Il se dévoile avec pudeur à qui sait l'apprivoiser. Le lac de Grandlieu accueille 270 espèces d'oiseaux, ce qui en fait la deuxième réserve ornithologique française après la Camargue. C'est un reportage de nos confrères de Télé Nantes sur place. Il se dévoile avec pudeur à ceux qui osent l'approcher. Plus grand lac de plaine de France en hiver, il abrite également 270 espèces d'oiseaux, ce qui le classe deuxième réserve ornithologique de France. Le projet de mise en tourisme autour du lac de Grandlieu vise à valoriser ce joyau de Loire-Atlantique. Après avoir fédéré les acteurs locaux autour de la démarche, un plan de communication a été lancé. Objectif, mettre la lumière sur ce territoire exceptionnel. Ce qui a été présenté, c'est la marque autour du lac de Grandlieu. Vous n'avez pas fini d'en faire le tour autour des thèmes de l'ornithologique, du joyau naturel et aussi de la randonnée. Et nous avons aussi profité à cette occasion de montrer aux prestataires touristiques le pass touristique qui va être proposé aux visiteurs, mais aussi le site internet qui va être ouvert au public. Une campagne de communication axée autour de 5 sites emblématiques, l'abbatiale de Saint-Philbert de Grandlieu, la maison des pêcheurs, la maison du lac de Grandlieu, le clocher de Saint-Lumine de Coutet et l'observatoire ornithologique de Passé à la Chevrolière. Un projet de mise en tourisme qui représente pour l'ensemble des acteurs locaux un véritable atout économique. Il y a des hébergeurs qui offrent un certain nombre de lits, un certain nombre de lieux magnifiques. Ça permet aussi aux restaurateurs de valoriser tous les produits locaux et puis de valoriser le patrimoine et le patrimoine environnemental que représente ce lac. C'est un rayonnement à porter sur nos communes et c'est un rayonnement à porter sur le lac de Grandlieu lui-même. Cette nouvelle dynamique autour du lac de Grandlieu doit permettre de donner des clés de découverte pour aller à la rencontre de ce joyau naturel sans mettre en danger la fragilité du lieu. Nous partons pour la Sarthe maintenant, dans la ville du Mans. Les férus d'histoire de la Seconde Guerre mondiale vont bientôt pouvoir se donner rendez-vous là-bas. En plein centre-ville, quartier Chanzy, les Manceaux connaissaient déjà l'existence d'un bunker de l'état-major allemand, ouvert aux visites d'ailleurs, mais suite à de grands travaux dans le quartier, un second bunker unique en France vient d'être mis au jour. Le département de la Sarthe s'engage à faire de ces bâtiments un lieu de mémoire et d'histoire ouvert à tous. C'est Diane Lemoisson pour Via LMTV Sarthe qui a pu le visiter pour nous. Regardez. Sous les gravats de la cité administrative Chanzy, les passants découvrent ou redécouvrent pour les plus anciens un singulier vestige. Ce blocos était aménagé comme bureau et comme stationnement pour la voiture du général Dollmann. Ce modèle est rarissime, c'est les seuls, en France c'est le seul. Les Allemands étaient très carrés, ils sont toujours très carrés, donc ils notaient tout, ils faisaient sur des plans. Et ces plans-là ne sont pas référencés. C'est une particularité, on appelle ça un SK, c'est des blocos, des bunkers qui ont été modifiés pour un général. Avec ses 25 blocos répartis dans la ville, Le Mans était le centre de commandement allemand. Un site incroyable qu'a décidé de mettre en valeur le département en créant un historial. Notre département a connu ces conflits, mais il a surtout, entre 1940 et 1945, été le centre du commandement de défense des plages de Normandie. Et donc aujourd'hui, on peut s'inscrire dans une logique de parcours des plages du débarquement. Il y a beaucoup de relations avec les tours opérateurs en Normandie qui s'intéressent de plus en plus au Mans pour faire un circuit. Donc le circuit, c'est la Normandie, donc passer par le Mont-Saint-Michel, parce qu'ils adorent le Mont-Saint-Michel, redescendre par le Mans et après aller sur les châteaux de la Loire. Donc je pense que le Mans va vraiment être un site incontournable. En plus de l'actuel blocos Dollmann, l'historial retracerait 150 ans d'histoire militaire jusqu'à nos jours, avec un hommage au deuxième RIMA. De nombreux partenaires historiques, associatifs et commerciaux sont impliqués. Bien évidemment, la Haut-Cassette a une importance. C'est aussi beaucoup de gens. C'est vraiment un comité scientifique pour transformer un lieu qui, malgré tout, fait quand même un petit peu débat, puisque c'est un lieu d'occupation, en un lieu histoire et mémoire. La manne touristique attendue devrait rejaillir sur les commerces alentours, l'hôtel Mercure notamment, qui servait à l'époque de lieu de défense référent. Côté calendrier, 2020 sera consacré à l'aménagement de la parcelle et 2021, la création du musée avec scénographie. Voilà, l'invité maintenant du Grand JT des Territoires, c'est Nicolas Aguirre. Bonjour Nicolas Aguirre. Bonjour Cyril.
Alors Nicolas Aguirre, vous êtes le rédacteur en chef d'un nouveau magazine trimestriel qui s'appelle Bien à la campagne, dont le slogan c'est « Inspiration pour une nouvelle vie ». Alors est-ce que c'est la promesse de ce nouveau magazine, cette nouvelle vie ? Un petit peu, oui, c'est la ligne éditoriale de ce magazine qui se veut très transversale, c'est-à-dire qu'on va parler de beaucoup de sujets et la période après ce que les Français et ce qu'on vient de vivre est au changement peut-être. Donc voilà, on va donner quelques pistes pour changer de vie, pour se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui la slow life ou de vivre à la campagne, de télétravailler, voilà, tout ce genre d'aspirations qui font aujourd'hui, qui sont un petit peu partout dans la société. Alors la ligne éditoriale de Bien à la campagne colle avec la tendance actuelle à l'écologie, au développement durable et d'un retour à une vie plus proche de la nature. C'est cela qui vous a inspiré ? Bien sûr. Nous, on a essayé d'être le plus bio, le plus responsable, éco-responsable possible. On ne parle pas de fruits exotiques ou tout ça. On parle de ce qui est à côté de chez nous, de fruits de saison, de pigeonniers français. On est vraiment dans la tendance actuelle on essaie d'être le plus responsable possible. Bio, oui, mais pas seulement, être aussi capable d'aller voir les petits artisans qui sont à côté de chez nous, penser que des magnifiques assiettes, je pense à ça parce qu'on a un très très beau reportage dessus, mais voilà, c'est peut-être juste à côté de chez vous que ça se passe. Donc voilà, essayez de donner, comme le disait le sous-titre et comme vous le soulignez tout à l'heure Cyril, des inspirations pour changer de vie ou pour tout simplement découvrir des choses qui sont à côté de chez nous. Alors Nicolas Aguirre, il y a de très très belles photos dans votre magazine. Je suppose que c'était aussi une volonté de votre part, de la rédaction, de donner envie par la photo de regarder, de lire ce journal ? Ouais, c'était vraiment quelque chose sur laquelle j'ai fait très attention. C'est d'abord une qualité photo irréprochable et en plus il y a une petite nuance, c'est-à-dire que comme vous le remarquez, de très belles photos pour les ocres ou pour des grands reportages, mais aussi des photos très précises qui vont permettre au papier, par exemple, je pense au papier sur les boutures dans le jardinage, de vraiment montrer comment faire. Donc on est à la fois dans le très beau qui va faire un effet waouh, et puis dans le très pratique où quand on parle de quelque chose dans une recette, dans un conseil de jardinage, on va comprendre grâce à la photo et au texte évidemment de quoi il s'agit et le lecteur va pouvoir s'aider du magazine. Voilà, merci Nicolas Aguirre d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Au revoir et à bientôt. Voilà un prestigieux anniversaire maintenant dans le Grand JT des Territoires, celui de la grotte de Lascaux qui fête ses 80 ans. Et oui, après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid, moins de monde attendu cette année, donc plus de temps sera accordé aux visiteurs. Alors n'hésitez pas, la visite est assurée par nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. On l'appelle la chapelle Sixtine de l'art pariétal ou encore le Versailles de la préhistoire. Pourtant, la grotte de Lascaux, classée au patrimoine de l'humanité, aurait pu rester ignorée de tous sans un fabuleux hasard. La balade de 4 écoliers dans la campagne de Montignac en Dordogne le 8 septembre 1940. Leur chien robot poursuit un lapin qui se sauve dans un trou de 20 cm au pied d'un arbre déraciné, un trou qui communique en fait avec une vaste cavité. Lascaux est découvert et devra fermer en 1963 pour être préservé. Depuis, les plus belles salles de la grotte ont été reconstituées à l'identique. Lascaux 4 que le public peut de nouveau visiter après plusieurs mois de confinement. Un voyage dans le temps à la découverte de nos ancêtres, les Cro-Magnons, il y a près de 20 000 ans. Alors eux, ils étaient confinés de manière obligatoire. La température extérieure entre -20 et -40 les obligeait à chercher des endroits pour venir reproduire cet art des cavernes. Ils ne vivaient pas dans la grotte de Lascaux, ils vivaient dans des abris autour. Ici, ils venaient reproduire peut-être un art sacré, c'était peut-être leur église à eux, leur mosquée, enfin bon, un lieu sacré. Des artistes et des Cro-Magnons, difficile de dire le contraire. Il suffit de pouvoir admirer ces peintures et ces gravures dans la salle des taureaux ou bien dans la salle du puits, par exemple. Ils ont trouvé toutes les formes de peinture, toutes les formes de gravure possibles. Et nous, aujourd'hui, disent les plus grands, Picasso, Soulages, Tapies, Miro, il y a toujours cette référence à Lascaux. C'est ça qui est formidable, quoi. Il y a une notion de on traverse les années, on traverse les dizaines de milliers d'années,
Et puis il y a cet art-là qui existe toujours, quoi. Mesures sanitaires obligent, l'ASCO 4 a dû diviser par 2 sa capacité d'accueil, un manque à gagner certes, mais aussi un plus pour les visiteurs. Des groupes réduits, c'est également un guide plus disponible pour répondre aux questions. Mais attention, toutes ne trouveront pas forcément de réponse. La grotte de Lascaux et ses chefs-d'œuvre restent encore un grand mystère. Voilà, le grand JT des territoires vous amène à présent en Corse, à la découverte du couvent de Corbara, le plus important de Corse, situé à 10 minutes de l'île Rousse, en Balagne. Il est perché dans un écrin de verdure et de beauté dominant la mer, sous la protection du mont Saint-Ange. Ce couvent de Corbara est un lieu de sérénité et de plénitude que nous allons visiter grâce aux équipes sur place de nos confrères de Via Telepaese. Quand je suis arrivé, j'étais très impressionné par ces 600 ans de présence de la vie consacrée ici dans ce couvent. Vraiment un couvent qui est chargé d'histoire, il faut le reconnaître, où sont passés des communautés religieuses qui nous ont précédés ici. C'est un lieu où on a beaucoup prié, ce qui fait, je pense, certaines personnes le disent de temps en temps, ces murs sont chargés de vie. C'est 6 siècles de présence religieuse ici, même s'il y a eu des intervalles. Et en 1446, les franciscains italiens ont pris la relève d'un petit orphelinat qui était ici. Jusqu'à la Révolution, comme partout sur le continent, il y a eu l'exclusion des religieux. En 1850, les dominicains sont venus pour que ce soit un lieu de prière, d'études, de formation, avant l'envoi en mission. Les dominicains eux-mêmes vont être expulsés lors des lois, les lois Combe, les lois anticléricales 1903-1905. Des internés civils vont être amenés ici, comme dans beaucoup d'autres lieux dans le sud de la France et ici en Corse, pour qu'il n'y ait pas de trahison vis-à-vis de la France. Il y avait des prisonniers austro-hongrois qui habitaient ici dans ces lieux. Il y avait un peintre qui a peint dans une chambre la vie qu'il y avait ici. C'est seulement en 1927 que les dominicains de Paris vont pouvoir venir pour essayer de relever ce couvent. Le couvent appartient à la mairie. Nous avons, nous, la responsabilité de la charge de tout ce qui revient aux propriétaires. On vit une vie de famille. C'est une vie d'abord de prière, le matin, le midi et le soir. On se retrouve ensemble pour prier. Et ensuite, on a un travail intellectuel, puisque chez nous, c'est important. Et puis aussi un travail manuel qui consiste à tout l'entretien. La vie entre frères, quand on s'entend, elle est belle. Les sessions familiales, c'est un cadre que nous avons mis en place pour accueillir les familles avec les parents et les enfants, pour pouvoir les accompagner, avoir un accompagnement qui est particulier pour les couples et un accompagnement pour les enfants, ce qui est différent. Et il y a des moments où les familles se retrouvent ensemble pour essayer de mieux renforcer leur communion et leur unité. Parce qu'il y a des démarches qu'on met en place aussi pendant les sessions, des démarches de pardon, des démarches de communion en famille et tout. C'est un moment où on permet aux familles d'allier la détente des vacances et une vie spirituelle, et une vie qui leur permet de mieux grandir dans l'amour, ce qui est le cœur de la vie familiale. Savez-vous quel est le point commun entre Cléopâtre et François Ier? Eh bien, ils raffolaient tous les deux du lait d'ânesse et de ses vertus. Et en Bretagne, à la Bouexière, en plus de l'élevage d'ânes que vous pourrez visiter, vous pourrez pratiquer des randonnées et de nombreuses autres animations dans cette ferme pédagogique composée d'une très grande variété d'animaux, comme nous le montre ce reportage de nos confrères sur place de TVRN. On se trouve à la Bouexière, qui se trouve à peu près une vingtaine de minutes de Rennes. Alors, Histoire d'âne, à la base, c'est une exploitation agricole avec des ânes, bien sûr. J'ai 18 ânes actuellement, de 6 races différentes. Donc là, par exemple, derrière, on a une pie d'Irlande et puis on a une andalouse. Mais j'ai aussi des ânes du Cotentin, des ânes normands, des ânes communs. Je suis spécialisée dans l'âne du Cotentin. Donc on travaille avec les haras nationaux pour repeupler l'âne du Cotentin, parce qu'il était en voie de disparition en 1997. J'ai appris à le connaître parce que c'est pas comme les chevaux et les poneys, c'est pas du tout la même approche qu'on va avoir avec cet animal.
Et du coup, je suis passée en un an d'un âne à 14. On fait plusieurs choses. Déjà, je traite les ânesses et après, sur l'exploitation, donc, nous faisons des savons au lait d'ânesse. Seulement avec le lait de nos ânesses et que du lait frais. Nous sommes ferme pédagogique, donc on va trouver aussi des poules, des chèvres, des moutons, des lapins, un cochon, un lama. Plein d'animaux qui permettent de faire découvrir aux enfants différentes races et des animaux qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Nous accueillons des écoles, des centres de loisirs, des maisons de retraite. Nous accueillons aussi des particuliers, donc pour faire des randonnées, pour faire des activités avec les enfants, pour apprendre à manipuler un âne. Voilà, dans ce grand JT des territoires, nous prenons la direction de la région Occitanie maintenant. Vous allez découvrir cette île, ou pour être exact, presqu'île en formation de 300 mètres le long des côtes, appelée le Bakou. Elle donne vraiment l'impression de débarquer sur une autre planète, vous allez le voir. Nous sommes tout proches du Gros du Roi, non loin de Montpellier, et les équipes de Via Occitanie vous font découvrir cette petite merveille. Regardez. Nous sommes au Gros du Roi Port-Camargue et nous allons prendre la mer, pas pour naviguer des heures, mais pour aller rejoindre une île en formation depuis 5 ans, un véritable banc de sable devenu curiosité touristique aujourd'hui, que l'on appelle ici le Bancao. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur la région et déjà en 3 ans, le banc de sable, peut-être il a grandi, mais il a doublé. C'est une plage au milieu de la mer. Pour nous, c'est la sortie Estar. Il peut s'agrandir même encore un peu plus. On les fera la bienvenue. Magnifique, splendide. Vraiment super beau, ce banc de sable là qui va très très loin. On peut marcher pendant presque une demi-heure et on a toujours pied, quoi. C'est fabuleux. Ah, c'est génial. On vient ici, on est seul au monde. C'est la plage, mais pas pour tout le monde. C'est un vrai régal. Il a commencé à se former il y a déjà très longtemps. Alors il a été freiné par une digue qui a été construite à l'origine de Port-Camargue. Cette digue a arrêté le sable pendant près de 50 ans et maintenant, ça y est, le sable l'a contourné. Simplement, c'est les plages de la Camargue qui s'érodent du fait des vents de sud et de sud-est et le sable se dépose à cet endroit. Le Gros du Roi, c'est pas Porquerolles, mais à un spot, il faut le dire, un spot où on a beaucoup de plaisanciers et de baigneurs qui viennent parce que ça n'existe absolument pas sur la côte méditerranéenne française. Mais voilà, il va falloir quand même le surveiller parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne perturber l'activité portuaire. 300 000 m3 de sable arrivent chaque année sur ce site sous observation, beaucoup plus que ce qui fut enlevé lors de 2 opérations pour recharger les plages du Grand Travers ou Frontignan. Le Bancao n'est donc pas près de disparaître et pour l'instant, ce ne sont pas les plaisanciers ou les professionnels du tourisme qui s'en plaindront. Et maintenant, choisissez vos randonnées grâce à des vidéos. C'est l'idée du comité départemental de la Loire. Des vidéos réalisées par des bénévoles pour vous donner un avant-goût avant le départ réel de la balade. Les équipes de TL7 sont parties sur toutes les routes du département. Regardez. Au contexte actuel avec tout le confinement, on a cherché un moyen de relancer un petit peu la randonnée au déconfinement, un moyen un petit peu original et du coup on a trouvé cette solution de créer des vidéos sur les circuits labellisés du département. Voilà, pour les mettre un petit peu en lumière et proposer des randonnées aux randonneurs qui pourront faire voilà, dès maintenant. Alors un circuit labellisé, c'est un circuit qui répond à certains critères de qualité, donc notamment un pourcentage assez faible de goudron, des critères au niveau de la sécurité aussi, des aménagements pour que les randonneurs voilà, soient toujours en sécurité sur les sentiers, et aussi sur les points d'intérêt, donc un sentier qui voilà, a des points d'intérêt intéressants au niveau du patrimoine ou de la nature culturelle. Les vidéos en fait donc, sont réalisées pour une grande partie par les bénévoles. Donc, ce sont des bénévoles qui présentent pour la grande majorité. Et pour ceux qui sont sentis le plus à l'aise, c'est aussi eux également qui ont filmé. Et ensuite, c'est moi qui récupère les images et qui réalise le montage pour mettre en forme toutes ces petites vidéos. Au final, donc, on va publier une vidéo par semaine.
jusqu'à fin septembre. Et donc au total, ça nous fera plus d'une quinzaine de vidéos qui seront disponibles aux randonneurs. Sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, mais également sur la chaîne YouTube, sur notre site internet, donc ffrando-loire.fr. Que vous inciter à randonner dans la Loire, parce que je trouve qu'on a quand même un département très varié et on a des circuits de partout, ce qui est quand même assez rare, et de toutes les sortes, donc adaptés à tous les publics. Donc je pense que voilà, on peut vraiment se faire plaisir dans la Loire au niveau de la randonnée. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de votre fidélité. On se retrouve sur toutes les chaînes TNT de région et locales et sur TV5 Monde pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.